Deux grands types de microscopie sont particulièrement utilisés aujourd'hui. La microscopie à sonde locale et la microscopie électronique. Dans la microscopie à sonde locale, on distingue principalement deux catégories d'instruments. Les microscopes à effet tunnel, STM, qui observent la surface des matériaux conducteurs, et les microscopes à force atomique, AFM, qui observent la surface des matériaux isolants. Le microscope à effet tunnel, c'est un appareil, si ce n'est d'ailleurs le seul appareil, qui permet de voir les atomes et les molécules individuellement, c'est-à-dire un par un. Alors, les atomes et les molécules, on sait que ça existe, mais habituellement, on ne les voit pas parce qu'ils sont trop petits. Ils ont des dimensions de l'ordre du nanomètre. Alors voir, il faut définir ce qu'on appelle voir dans ce cas-là, parce que ce n'est pas une vision optique comme avec une caméra ou avec le regard, avec les yeux. Ce qu'on va vraiment visualiser, détecter, c'est la présence des électrons. On va faire la cartographie sur la surface des électrons. Et en général, les électrons sont localisés à l'endroit où se situent les atomes ou les molécules, et donc on aura l'impression de voir les atomes et les molécules. Pour aller sonder la présence des électrons sur une surface, on utilise comme outil de base du microscope à effet tunnel une pointe métallique qu'on va tailler de manière la plus fine possible. En général, c'est un fil de tungstène, mais ça peut être aussi en argent ou en platine. Une fois que la pointe est coupée, elle est plongée dans une solution de soude dans le cas du tungstène. Puis, on fait passer un courant entre la solution et la pointe. Cela va permettre, par une attaque chimique sélective, de tailler la pointe avec une forme effilée, qui se termine par ce qu'on appelle un apex, qui a une taille relativement grosse par rapport à la taille d'un atome, de l'ordre de 10 à 100 nanomètres. Pour mesurer la présence ou non des électrons sur la surface, il faut approcher la pointe de l'échantillon avec une précision inférieure au nanomètre. L'approche de la surface vers la pointe est progressive. Il faut que la pointe et la surface soient conductrices, car on va mesurer la présence des électrons en faisant passer un courant entre la pointe et la surface. On va faire passer un courant par un effet, qui est un effet quantique qu'on appelle l'effet tunnel, d'où le nom d'ailleurs de ce microscope, de microscope à effet tunnel. Ce qui est intéressant avec ce courant tunnel, c'est qu'en fait le courant ne va passer que par un seul atome situé à l'extrémité de la pointe, c'est-à-dire l'atome qui est le plus près de la surface. Si le courant passait par plusieurs atomes, on ne verrait pas les atomes et les molécules. Il y aurait une espèce de brouillage. Alors si maintenant on veut faire une cartographie, parce que c'est ça l'objectif, en fait on va procéder comme une image de télévision, c'est-à-dire qu'on va explorer toute la surface, ligne par ligne, et pour chaque ligne on va explorer point par point, et en chaque point on va mesurer la quantité d'électrons qui se trouvent présents sur la surface à cet endroit. Avec cet appareil, le microscope à effet tunnel, on peut donc voir les atomes et les molécules sur la surface, mais on peut aussi intervenir directement au niveau d'un seul atome ou d'une seule molécule. On peut les manipuler. Par exemple, les déplacer parallèlement à la surface ou bien arracher un atome de la surface, c'est-à-dire le transférer de la surface vers la pointe. Des expériences récentes ont montré que si on déplace, par exemple, volontairement, ne serait-ce qu'un seul atome sur une surface au voisinage d'une molécule, on peut modifier complètement les propriétés de cette molécule. Si on veut travailler à cette échelle, il faut le faire sur des surfaces qui sont parfaitement bien préparées. C'est la raison pour laquelle on travaille principalement sur les surfaces de silicium, qui sont les surfaces les mieux maîtrisées actuellement. La meilleure méthode de préparation des surfaces de silicium consiste à chauffer sous ultravide le substrat de silicium. Cela va permettre tout d'abord de bien éliminer toutes les impuretés de l'air, de l'hydrogène, qui sont toujours incorporées dans les échantillons. Puis cela va permettre la diffusion, le déplacement des atomes de silicium en surface. Ensuite, pendant l'étape de refroidissement, ces atomes vont se figer dans une structure parfaitement bien définie et régulière, qui est caractéristique des échantillons de silicium. Les chercheurs réalisent des expériences plus sophistiquées, qui consistent à essayer de contrôler le mouvement d'une molécule sur une surface.
Pour toutes ces expériences, le microscope est dans une enveloppe cryogénique à très basse température, à la température de l'hélium liquide, ce qui signifie qu'on peut travailler exactement au même endroit de la surface, avec le même atome, la même molécule, pendant une journée, plusieurs jours et même plusieurs mois, puisqu'il n'y a plus aucune dérive thermique. Nous avons vu que la pointe du microscope était placée dans une enceinte sous ultravide, à très basse température. Mais le microscope à effet tunnel peut être aussi utilisé à l'air ambiant. L'inconvénient de l'air ambiant, c'est que toutes les impuretés qui se promènent dans l'atmosphère vont se déposer sur la surface et vont contaminer la surface. Donc cette méthode-là nous limite à certains types de surfaces qui seront relativement inertes. Donc en général, il y en a deux avec lesquels on peut travailler à l'air, qui sont l'or, puisque chimiquement il est très inerte, et également le graphite. La pointe est une pointe en platine iridiée ou en or. Le fait de couper au ciseau suffit pour avoir à l'échelle microscopique un effet d'arrachage. Et cet effet d'arrachage produit une multitude de petites pointes au bout du fil coupé, toujours à l'échelle microscopique. Et lorsqu'on image une surface extrêmement plane, c'est une de ces micro-pointes qui va être utilisée pour imager les molécules ou les nanoparticules déposées sur la surface. Un autre intérêt de travailler avec un microscope à effet tunnel à l'air, c'est qu'on peut introduire en fait un liquide. Donc on ne travaille plus vraiment à l'air, mais dans un liquide. Plus précisément, on travaille à l'interface entre le liquide et le solide. L'avantage du liquide, c'est qu'il permet de servir de vecteur pour introduire par exemple des molécules ou bien des nanoparticules qui vont ensuite pouvoir se déposer sur la surface. Bien entendu, ce liquide doit être isolant électriquement puisque ce qu'on mesure, c'est un courant électrique. Donc s'il était même très légèrement conducteur, comme de l'eau, on ne pourrait pas travailler. On profite du mouvement de retour de la pointe pour acquérir une deuxième image, puisque c'est en les comparant qu'on va vérifier que ce qu'on obtient est bien une propriété de la surface et que ça n'est pas du bruit ou une vibration. Chaque ligne balayée nous permet d'obtenir un profil de la surface le long d'une ligne. Et en acquérant successivement des lignes régulièrement espacées, on finit par reproduire l'ensemble de la surface de l'objet qu'on étudie. Cette image représente des molécules qui sont assemblées en réseau nid d'abeilles et qui forment donc au centre des nanocavités d'une taille de 2 nanomètres. Ces nanocavités sont alors susceptibles d'accueillir d'autres molécules. Ici en vert, des molécules de coronène. Ce procédé ouvre la voie à des applications industrielles qui pourraient permettre de tester de nouvelles stratégies de délivrance de médicaments. Dans la microscopie à sonde locale, il existe un autre type d'instrument, le microscope à force atomique. Le microscope à force atomique, AFM, est un microscope qui est dérivé du microscope à effet tunnel, le STM. Ce microscope a été développé pour observer des surfaces de matériaux isolants, et donc à la différence du STM qui utilise la détection d'un courant électrique, ce microscope utilise la détection d'une force. Alors pour détecter cette force sur une surface, on utilise un levier qui sera terminé par une pointe et ce levier va venir toucher la surface. C'est ce qu'on appelle le mode contact. À ce moment-là, on va balayer l'échantillon et on va pouvoir mesurer pendant ce déplacement la force qui s'exerce sur la pointe. On peut mesurer la topographie de la surface. On peut voir notamment la rugosité, la présence de défauts comme des marches de taille nanométrique. Après l'invention du mode contact, on a travaillé essentiellement en mode tapping, c'est-à-dire que l'on fait vibrer la pointe au-dessus de la surface, ce qui permet d'éviter de déformer les échantillons. Alors ce mode tapping a été développé pour les polymères, la matière molle en général. Dans le domaine de la biologie, on utilise aussi le microscope à force atomique pour étudier les cellules vivantes dans leur milieu de culture. On utilise le mode tapping pour faire la topographie des cellules,
puisque ce mode est un contact intermittent et ne vient donc pas en friction avec les membranes de la cellule. Grâce à la performance de l'AFM, on arrive maintenant à obtenir des images d'ADN utilisées en thérapie génique. Donc il s'agit d'ADN thérapeutique. Alors sur cette image est représenté un plasmide en interaction avec un vecteur peptidique. Cette image révèle un surenroulement de ce plasmide. Nous avons mesuré la largeur des brins et celle-ci est estimée à environ 5 nanomètres. Les biologistes utilisent aussi le mode contact lorsqu'ils travaillent en milieu liquide. Les images obtenues sont celles d'une cellule vivante, une cellule gliale. L'image de gauche représente la topographie de la cellule, tandis que l'image de droite aide à ajuster les bons paramètres pour être au plus près de la morphologie de la cellule. Nous travaillons sur des cellules gliales, qui sont les cellules majoritaires en masse du cerveau. C'est la complémentaire en fait du neurone au niveau du cerveau. Un des principaux avantages d'un microscope à force atomique, c'est de pouvoir travailler sur des échantillons, des cellules vivantes. La microscopie à force atomique nous permet de suivre les morphologies du cytosquelette de ces cellules. Donc le cytosquelette, c'est l'architecture, en fait, l'ossature, on peut dire, de la cellule. Et lorsqu'on les stimule par différents stimuli qui peuvent être de nature chimique, pharmacologique ou aussi mécanique. En fait, on les soumet à des conditions de stress variées, qui peuvent être des stress osmotiques, des stress physiques en appuyant, et on regarde leur réponse mécanique sous microscope à force atomique. Vous pouvez observer donc des fibres de stress, et ces fibres font intervenir en particulier l'actine, dont les dimensions sont à une échelle beaucoup plus petite que celle de la cellule. Nous pouvons mesurer des diamètres de l'ordre de la vingtaine de nanomètres par microscopie à force atomique. Ces deux types d'instruments de microscopie à sonde locale, comme le microscope à effet tunnel et le microscope à force atomique, très performants, n'étudient cependant que les propriétés de surface des matériaux,